J'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien débuté cette nouvelle année. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépato-gastro-entérologue, exerçant actuellement au Sénégal. Mais vous avez bien remarqué sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons différents sujets de la santé et du bien-être avec les experts adaptés à chaque question. Et ce soir, nous allons parler des 1000 premiers jours. Un concept que certains ne connaissent pas, que vous allez découvrir au cours de ce live. Et vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répondra avec deux brillantes expertes de la question, Anna et Dr David, que je vais de ce pas inviter. Anna qui avait l'allaitement. Anna? Oui. Ah mince, je suis de l'autre côté. Bonjour. Salut, Ça va? comment tu vas? Ben, bien, Ça va? merci. Et toi? Et Ça va? toi? Nickel. On est là. Je suis en Semaine de, vacances. Hmm. semaine de live. Semaine de live, hein. Hier soir sur l'allaitement et aujourd'hui avec toi et docteur. Comment elle s'appelle David, déjà la pédiatre? Excuse-moi. David. Voilà. Donc et docteur David. Donc Oui. voilà. En plus pour bien finir la semaine parce que demain c'est les vacances pour moi. Ah ben, super. Alors, en attendant que Dr David nous Oui. rejoigne, tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te Mhm. connaissent pas. D'accord. Alors, moi, je suis Anna, fondatrice de Samadoula. Mon compte Instagram porte le même nom, Samadoula Sénégal. Donc, une doula est une accompagnante à la naissance et je suis aussi éducatrice périnatale. Donc, en gros, j'accompagne les mamans durant la grossesse en leur fournissant du soutien émotionnel, mais aussi informationnel, dans le sens où, en tant qu'éducatrice périnatale, je propose aussi des cours de préparation à la naissance. Je les prépare, genre, les parents, hein, pas que les mamans d'ailleurs, du coup, à cet heureux événement. Qu'est-ce que le travail, comment ça se passe le jour J, etc. Je peux également être présente le jour J pour faire du coup plutôt un soutien physique dans la gestion de la douleur par rapport aux contractions, mais aussi toujours émotionnel en complément de la présence des sages-femmes et des docteurs, bien évidemment. Et puis après, en postpartum, essentiellement les notions d'allaitement. Je suis conseillère en allaitement, spécialiste de lactation humaine. Donc, j'accompagne les mamans dans différentes. Ça peut être juste en préparation ou s'il y a des problèmes spécifiques parfois pour les régler. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu Mhm. fais. Et Merci. ce live n'est pas seulement destiné aux femmes, aux mamans, mais Oui. aussi, je dis, aux parents. Donc, Ouais, les hommes aussi, vous êtes concernés exactement. par le sujet. Exactement. Tout à fait. C'est très important de le souligner. Mais ça se fait à deux. Donc, Ah oui. Et ça s'élève à oui, deux. totalement C'est d'accord. mieux. Alors, Dr David, ben, je lui ai envoyé l'invitation. Je sais pas Ouais. ce qui se passe. Bon, voilà. Alors, bon, on ne peut pas rejoindre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, nous allons parler aussi de l'allaitement, même si tu as fait un live hier. Pas de souci. Donc, tu vas nous parler de l'allaitement un peu plus tard. Un sujet qui te passionne. Ah oui, clairement. J'ai commencé d'abord, je suis d'abord devenue, enfin, j'ai d'abord fait du soutien à l'allaitement avant de me Mhm. spécialiser et ensuite de dériver un peu plus sur tout ce qui est maternité, grossesse, accouchement. Mais l'allaitement était mon premier amour dans le monde de la maternité, on va dire. Alors, Samadoula, Ouais. explique-nous un peu. Samadoula, ce que ça veut dire. Alors, doula, c'est le nom de ma profession. Ça veut dire servante en grec. C'est un mot grec à la base, mais qui est utilisé du coup en anglais. Donc, les anglophones appellent les accompagnantes à la naissance des doulas. Et sama en Wolof, ça veut dire ma ou mon. Mais en tout cas, c'est la notion de quelque chose qui est à moi. Donc, sama doula, en fait, ça veut tout simplement dire ma doula en Wolof. Très bien. Parfait. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec.
David. Elle est connectée ou pas? Je l'ai pas vue dans la liste. Oui, je ne la vois pas. Euh, je lui laisse un message. Mhm. On va voir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Camélia, Diane, Marina, Brunel. Est-ce qu'elle est avec nous? Docteur David, pour son baptême de feu, parce que c'est son premier live. Donc, ouais. Ah ouais. Ah, et alors, est-ce qu'elle sait qu'elle doit rejoindre ton live en haut de Instagram pour que tu puisses l'inviter? Il faut qu'elle soit sur le live, en fait. Si c'est Ouais, je vais, si c'est son premier, peut-être qu'elle sait pas. La oui, pauvre. je vais lui dire. Euh, Alors, est-ce que tu veux peut-être commencer à parler du sujet? Alors, moi, j'ai une question. Comment se oui. fait-il que tu as choisi ce sujet? Très intéressant au demeurant, mais qui s'éloigne, enfin, qui concerne pas trop ta spécialité en termes de branche de médecine, quoi. Oui, alors pour la petite, tu as dû remarquer que je ne parle pas que de la Oui, oui, gastro-entérologie. j'ai Et remarqué. là, je voulais débuter l'année parce que c'est mon premier live de C'est bien fait. 2023. Je Ouais, dis, ben, le commencement, c'est quoi? C'est l'enfant, le bébé, enfin la naissance. Donc, ah, c'est comme ça, donc pour débuter, j'ai dit, bon, ok, je trouve un sujet qui a trait aux enfants. C'est pour ça que quand j'ai repris, non, la semaine dernière, j'ai parlé de l'adénolymphite qui est responsable ouais, de douleurs chroniques chez oui, l'enfant. J'ai planté le décor en parlant de l'enfant, en commençant par la pédiatrie. Et après, on va aller aux adultes, aux plus grands. Voilà, c'est un peu d'accord. ça. Donc, quand j'ai eu le sujet, enfin, quand je pensais aux 1000 premiers jours, je me suis dit, ben, voilà, j'ai des gens avec qui je peux collaborer. Et depuis longtemps, on échange, mais on Ouais, s'est jamais vu. ouais. Et on a échangé sur plusieurs sujets. Et c'est la première fois qu'on arrive à faire un live ensemble. Donc, j'ai pensé Ouais. à toi. Parce que avec ce que tu fais, que je suis aussi, j'apprécie énormément. Et j'ai pensé à Dr. David également, qui va se présenter. Bienvenue. Parce qu'elle a aussi sa page Instagram et où elle donne des conseils aux parents et tout. Et voilà, je me suis dit, ben, j'ai réuni deux brillantes dames. Alors, pour débuter l'année, live de 2023, alors, ben, je suis comblé. Voilà. Et Tant je vous mieux. remercie parce que toutes deux, vous avez été très réactives et voilà, vous avez manifesté votre disponibilité dès que je vous ai proposé ce live. Donc, remerciements. David, Merci à toi beaucoup pour l'invitation. mais on ne te connaît pas, on ne te connaît pas. Présente-toi d'abord. Ok, moi c'est Yehusha Dr David. David, c'est mon nom de famille. Donc, je suis pédiatre d'origine béninoise et je travaille à Dakar depuis 4 ans, presque 5 ans quand même, que je suis à Dakar. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Libre antenne, hein? Ben, c'est ça essentiellement pour me décrire. Et puis la pédiatrie, c'est vraiment une passion, c'est mon rêve d'enfant. Et je sais que depuis que j'avais 10 ans, je disais que je voulais être pédiatre. Et ça Wow. s'est réalisé et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je pratique. Tous les jours, j'ai des fous rires. Tous les jours, j'apprends beaucoup auprès des enfants. Et c'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi de faire la pédiatrie. Donc, je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de parler d'un sujet qui est aussi important que les 1000 premiers jours avec vous. Et j'ai hâte qu'on commence. Très bien. Le décor est donc planté. Merci beaucoup, docteur David. Alors, Harry demande est-ce que c'est possible de poser des questions? Oui, vous pouvez poser vos questions. Euh, alors, docteur David, la première question, c'est pour toi. D'accord. 1000 premiers jours. Les gens ne connaissent
pas, certains ne connaissent pas ce que ça veut dire 1000 premiers jours. C'est quoi le concept? Qu'est-ce que ça veut dire les 1000 premiers jours? Ok. Alors, quand on dit les 1000 premiers jours, en fait, on parle des 1000 premiers jours de vie. Donc, on commence à compter depuis la période de la conception, qui est le jour zéro, les 9 premiers mois de grossesse, puis les 2 premières années de vie. Et quand vous comptez approximativement les 9 mois de grossesse, ça fait 270 jours. Et quand on compte les 2 premières années de vie, ça fait 730 jours. Et en tout, ça fait 1000 jours. Et c'est ça, en fait, quand on veut définir les 1000 premiers jours. Mais au-delà de cette définition, c'est un concept, une politique qui permet, en fait, de recadrer et d'accompagner les parents par rapport à la prise en charge et au suivi des enfants pendant les 1000 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. Il y a un scientifique qui est très connu, très brillant, qui est un Anglais qui a travaillé au 19e siècle et qui s'est rendu compte que les enfants de faible poids de naissance développaient après des maladies cardiaques. Donc, il s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a un lien entre la période néonatale, la période de la grossesse et les maladies qui surviennent après. Donc, il s'est dit que forcément, il doit y avoir un lien entre ce qui se passe dans la grossesse et pendant que l'enfant est petit et les maladies qui surviennent après. Donc, c'est de là que les recherches ont été faites sur les 1000 premiers jours. Et aujourd'hui, on sait que c'est une période vraiment cruciale sur laquelle il faut agir pour prévenir et aussi donner le maximum de potentiel aux enfants pour prévenir et leur donner une bonne santé de manière générale. Donc, voilà pour la définition et la petite histoire aussi. D'accord, très bien. Donc, 1000 premiers jours à partir de la conception de l'enfant jusqu'à peu près 2 ans. C'est ça. Donc, le développement de l'enfant lors des 1000 premiers jours représente une période à considérer pour le risque métabolique que tu l'as dit à long terme. Alors, Anna, quel est le rôle? Parce qu'on a dit conception. Donc, depuis la conception, quel est le rôle de l'accompagnante et éducatrice que tu es, périnatale, avant la naissance du bébé? Quel est ton rôle? Ah bah alors, moi, mon rôle, il est principalement sur le bien-être des parents. Alors, c'est vrai que de par la nature du métier, j'interagis plus souvent avec les mamans parce que c'est elles qui me contactent, etc. Mais même lors des cours de préparation à la naissance, il y a souvent le papa. Mais il y a aussi tout un soutien émotionnel que l'accompagnante à la naissance, que la doula propose à la maman. Et ça, c'est principalement pour s'assurer qu'elle ait une bonne santé mentale. Parce qu'on parle souvent de tout ce qui est nutrition, voilà, la maman, le sport, la bonne manger correctement, etc. Mais on met souvent un peu trop de côté, surtout dans nos pays en Afrique, tout ce qui est santé mentale. Or, la santé mentale a un rôle essentiel à jouer. On ne le sait pas souvent, mais une maman qui est mal accompagnée, qui est mal soutenue dans sa famille, etc., est plus à risque de dépression prénatale, parce que la dépression prénatale existe, mais aussi de dépression du postpartum, qui vont, de ce fait, peuvent avoir un impact sur le développement du fœtus. Donc, si la maman ne se sent pas bien, elle va potentiellement moins se nourrir ou mal se nourrir, peut-être se laisser aller, etc. Donc, moi, mon rôle, il est essentiellement d'accompagner les mamans, de les soutenir émotionnellement. Alors, j'ai quelques petites formations, pas des gros diplômes, mais par exemple, sur tout ce qui touche à la nutrition, voilà, accompagner aussi les mamans en ce sens, savoir qu'est-ce qu'il faut manger, la question des bons nutriments pour s'assurer que le fœtus se développe correctement. Donc, il y a aussi ces notions-là. Et surtout, de par mon réseau, je peux également, enfin, une doula peut généralement aussi orienter quand on sent vraiment qu'il y a un problème, du coup, vers des professionnels de santé, que ce soit un psychologue, un bon gynéco, une sage-femme, des ostéos, voilà. Tout ceci pour aider encore une fois dans sa santé mentale. Donc, santé mentale plus, parce que effectivement, on oublie un peu ce côté. On néglige un peu la santé mentale. C'est vrai, on avait fait un live ici sur la dépression du postpartum et les témoignages étaient assez poignants. Donc, alors, on prépare la maman à l'accouchement, à la naissance. Alors, le bébé, il a besoin de se sentir aimé et en sécurité pour se développer au mieux. Alors, docteur David, quels sont les bienfaits du lien d'attachement? En parlant des relations parents-enfants, quels sont les bienfaits du lien d'attachement? Oui. Ok. Donc, déjà, quand on dit le lien d'attachement, comme tu as dit, c'est la relation parent-enfant, c'est le lien d'affection
l'affection que les parents vont avoir pour leurs enfants et que les enfants eux-mêmes vont avoir pour leurs parents. Et ça n'a que du bon. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait d'avoir de l'affection? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien aussi bien chez les parents que chez les enfants. Alors chez la maman, on a l'augmentation de l'estime de soi. Quand tu donnes de l'amour à ton enfant et qu'il te le retourne en retour, tu as l'impression que tu es une maman compétente, tu es heureuse, tu es épanouie dans ce travail, dans cette noble tâche que tu fais. Tu prends du plaisir à prendre soin de ton enfant et tu as vraiment ce sentiment de satisfaction. Chez l'enfant, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, l'enfant qui reçoit des liens d'affection en a besoin, en fait, pour grandir. Donc, il y a une augmentation du poids, il y a le développement cognitif qui est assuré, qui est vraiment maximal quand l'enfant reçoit un maximum d'affection. Il y a aussi le développement des relations sociales à long terme. Donc, un enfant qui reçoit beaucoup d'affection pendant les 1000 premiers jours de vie, il grandit et il développe aussi de très bonnes relations sur le plan social. Donc, c'est un enfant qui a une bonne santé mentale aussi et c'est un enfant qui a une bonne santé physique en général. Il y a également le développement physiologique de l'enfant qui est important. Et tout ça, ça a besoin d'affection, ça a besoin que la maman et le papa soient vraiment très attachés pour pouvoir se faire. On a remarqué que les enfants qui étaient malnutris, certains enfants malnutris l'étaient en fait parce qu'ils manquaient d'affection. Je me rappelle quand je faisais mes stages en néonatologie, on avait des enfants qui étaient hospitalisés pendant longtemps et ils avaient du mal à prendre du poids. On s'est rendu compte en fait que c'est tout simplement parce qu'ils étaient séparés de leurs parents et que ce lien d'attachement n'a pas pu se faire étant donné qu'il y a plusieurs soignants et donc il n'y avait pas de figure parentale pour leur permettre de s'attacher et d'avoir l'affection qu'il faut pour bien grandir. Donc, c'est ça à peu près les bienfaits. Et il y a aussi des études qui ont montré que les enfants qui vivaient auprès de leurs parents ou qui étaient hospitalisés auprès de leurs parents ont une espérance de vie plus élevée par rapport aux enfants qui ne le sont pas. Donc, c'est que des bienfaits de développer ce lien-là avec les enfants. Et comment est-ce qu'on le construit? Je pense on va l'aborder après. Mais je veux juste faire une petite introduction sur la question en disant que le lien ne concerne pas que la maman, beaucoup le papa aussi. Souvent, les gens mettent beaucoup l'accent sur la maman, alors qu'en fait, c'est un lien qui se développe aussi bien avec le papa que la maman, et aussi avec toutes les personnes qui vont entrer en contact, donner de l'affection, prendre soin de cet enfant. Toutes ces personnes-là peuvent développer un lien d'attachement et participer au développement harmonieux de l'enfant. Donc, voilà. Tout à fait. Merci, tu as bien fait et je l'ai dit, on ne va pas arrêter de le dire. Pour le bébé, pour l'enfant, c'est papa et maman. Donc, alors, Anna, comment se construit ce lien d'attachement? Alors, de plusieurs manières, il se construit essentiellement avec le toucher. Et c'est aussi pour ça qu'on recommande l'allaitement maternel, pas que pour les bienfaits du lait, mais parce que l'allaitement constitue un rapport avec l'enfant. Il faut savoir que déjà, un enfant, quand il naît, alors les spécialistes me reprendront si je me trompe, mais il me semble que jusqu'à environ 6 semaines, j'ai plus la date exacte, en fait, il ne voit qu'à distance de tétée. Donc, c'est très important, en fait, de construire l'attachement dès le premier jour, dès les premières heures. C'est pour ça que les recommandations de l'OMS poussent énormément pour le fameux pot à pot juste après la naissance, pour favoriser la première tétée, mais pour aussi construire ce premier attachement qui va se faire et séparer, elle a très bien dit, Dr David, séparer le moins possible la mère de l'enfant. Donc, garder son bébé la nuit, ne pas le mettre en nurserie. C'est comme ça qu'on construit, en fait, le lien. C'est pas que... je tiens à préciser parce que parfois, j'ai des mamans qui me disent il y a tellement cette pression de l'instinct maternel. Quand on a le bébé, on doit se dire tout de suite, ah, on l'aime, etc. Parfois, ça vient un peu plus tard. Mais ne pensez pas que c'est pas parce que vous n'êtes pas tout de suite en amour devant votre bébé, c'est quelque chose qui va se construire. Mais ne serait-ce que de prendre soin de lui, l'allaiter, faire ce pot à pot, jouer avec lui, interagir, c'est comme ça que le lien d'attachement, en fait, va se faire. Et tu signalais hier par rapport aux mères qui subissent une césarienne et avec les enfants qu'on laisse au niveau des nurseries et tout.
tu essayais de parler de ça hier lors de ton live, qu'il faut vraiment donner, remettre le bébé à la maman. Vraiment. Moi, comme ça se fait dans les autres pays, moi, c'était une surprise pour moi, parce que moi, j'ai pas commencé à pratiquer en Afrique. J'ai commencé en Occident, j'ai grandi en France, j'accompagnais maman en France, j'ai commencé à Dubaï. Et c'était une surprise quand je suis arrivée ici de voir cette différence de postpartum immédiat entre une mère qui a eu un voix basse et une mère qui a eu une césarienne. Alors que dans les autres pays, après les sutures, maman va en salle de réveil. J'ai accompagné des mamans qui me disent, j'ai vu mon bébé le lendemain. Après, on ne me l'a pas laissé la nuit. On dit qu'avec une césarienne, j'ai pas de lait, donc on donne des biberons. Et malheureusement, tout ça, ce sont des contre-recommandations. L'OMS insiste énormément, hein, dans son rapport de 2018 notamment, en disant il faut séparer l'enfant et la mère le moins possible. Quand il y a des gros soucis, que l'enfant doit partir en néonate, c'est différent. Il doit être en couveuse, il doit avoir des séances de luminothérapie, s'il est à la jaunisse, des trucs comme ça, ok. Mais quand la maman est capable, ne serait-ce que d'allaiter, ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'aider, elle, qu'elle n'ait pas à se déplacer parce qu'après une césarienne, bien sûr, ça fait mal, la cicatrice, etc. Mais on doit plutôt faire en sorte que son bébé reste dans la chambre et qu'on l'accompagne pour mettre bébé au sein à chaque fois, plutôt qu'en fait de lui prendre et lui donner le lendemain seulement, quoi. Tout à fait. Merci. Alors, bébé pleure. Bébé pleure, on ne sait pas toujours pourquoi. On ne sait pas comment s'y prendre. Docteur David, pourquoi bébé pleure-t-il? Pourquoi bébé pleure? Ben, j'ai vu un test qui dit pour les bébés, je pleure donc je suis. Donc il pleure parce qu'il est là en fait. C'est pour vous dire, je suis là, regardez-moi, prenez soin de moi, faites-moi des bisous, faites-moi des câlins. En fait, les pleurs, c'est l'un des premiers, sinon le principal moyen de communication de l'enfant. Donc il essaye en fait de vous faire passer un message quand il pleure. Je suis pas à l'aise, je suis pas confortable, ma couche est mouillée. Donc, il y a plusieurs causes. Les plus fréquentes, la faim, les couches sales, l'inconfort, donc un problème de température, un malaise, une indigestion. Ça, c'est vraiment les causes les plus banales. Après, il faut savoir que les pleurs, ça fait aussi partie du développement des enfants. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui pleurent et on ne trouve pas d'explication sur le plan physique, sur le plan organique, mais on s'est rendu compte qu'ils pleurent quand même et c'est constant chez beaucoup d'enfants. Et quand on a fait le point, on s'est rendu compte que, mais en fait, ça fait partie du développement, que c'est une manière pour l'enfant de se réguler et de dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis rassasiée, ben, je vais pleurer un peu pour leur dire que je suis rassasiée, que j'ai sommeil. Après, je vais pleurer un peu pour leur dire que bon, j'ai pas assez dormi hier, il faut que je dorme encore. Après, je vais pleurer pour dire bon, écoutez, vous me manquez, faites-moi un câlin. Donc, en fait, c'est une manière de grandir, de se réguler, de dire je passe d'une étape à une autre. Et aussi, c'est une manière de signaler qu'il y a un problème. Quand, par exemple, bébé fait de la fièvre, bébé a des coliques, les fameuses coliques, quand bébé a une otite, quand bébé est infecté, quand bébé a une poussée dentaire, quand il a mal, quand il est malade, il va beaucoup pleurer. Donc ça, par exemple, c'est des signes qui nous permettent de dire que oui, il y a quelque chose qui se passe. Pour les parents, pour les parents d'un jeune bébé, je vais dire, ne vous affolez pas parce que c'est très perturbant d'entendre un bébé crier avec sa voix très aiguë pendant des heures. Mais en général, il y a un pic autour de 6 à 8 semaines et ensuite ça descend. Donc, au bout de, on va dire, 4 mois, si tout va bien, les pleurs vont s'atténuer. Les pleurs vont s'atténuer et vous pourrez peut-être avoir 2 ou 3 heures de sommeil d'affilée avec un peu de chance. Alors, doit-on laisser bébé pleurer? Parce qu'on entend parfois certains dire il faut laisser bébé pleurer pour qu'il se calme tout seul. Alors, doit-on le laisser seul pleurer? Doit-on le laisser pleurer? Très, très bonne question. En Afrique, je me rappelle avoir entendu beaucoup de personnes dire laissez-le pleurer, non, vous le prenez trop dans les bras, ça forge le caractère de laisser un bébé pleurer. En fait, non. Scientifiquement, c'est prouvé que laisser un bébé pleurer, ça augmente le stress du bébé parce que oui, les bébés stressent beaucoup. Et aussi, les bébés qui pleurent et qui ne sont pas rassurés développent plus tard
des phobies, une insécurité. On a fait une petite expérience. Bon, quand je dis on, je parle de nous, les scientifiques, pas moi, bien sûr. Mais les scientifiques ont fait des expériences et ont montré que les bébés qu'on laissait pleurer plus longtemps, comparé aux bébés qui étaient systématiquement rassurés quand ils avaient peur, quand on les présentait en situation de frayeur, les bébés qu'on laissait pleurer avaient en fait plus peur d'affronter la situation que les autres qui avaient été rassurés. Donc en fait, quand vous laissez pleurer votre bébé, vous développez le manque de confiance en lui-même, vous ne lui permettez pas de savoir que quand il est en danger, il peut compter sur vous. Donc c'est important d'être là, pas forcément de le prendre dans les bras ou de le mettre au sein, parce que ça aussi c'est un mauvais réflexe qu'on a. Il faut être juste présent et lui montrer qu'il y a un adulte qui est à côté, quelqu'un qui est là, qui veille et qui répond, qui est prêt à répondre aux besoins. Donc voilà, il ne faut pas le laisser pleurer, il faut juste agir de la manière la plus adéquate possible en fonction du besoin. Donc voilà. Quand bébé pleure, il a besoin que ses parents lui répondent calmement, rapidement et calmement. Alors, je vais lire quelques commentaires. Faites Gaba, j'ai une vidéo où les pleurs de ma fille, on a l'impression d'entendre au son des pleurs mon lait. Donc oui. Alors, oui, comment faire la différence? Ça c'est Rima, tu vois. Comment faire la différence entre bébé pleurer, enfin des pleurs pour de l'attention ou alerter maman d'un problème? On va revenir. Alors, quand faut-il s'inquiéter? Quand faut-il s'inquiéter, docteur David? Tu nous diras tout à l'heure. Nous aussi, on peut pleurer pour communiquer avec lui. Docteur David, on va tous pleurer. J'ai pas encore expérimenté, mais je vais faire cette et voir si ça. Yann, faut pas pleurer. il faut lui répondre. Alors, oui, alors, bébé pleure, il faut le calmer, il faut l'écouter. Quand faut-il s'inquiéter? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste rappeler, ou plutôt dire, qu'il y a des facteurs qui font que bébé pleure plus et plus longtemps. Et le premier facteur, c'est le stress des parents. Donc, si bébé pleure et que ça vous inquiète, que vous paniquez, que vous stressez, il va pleurer encore plus. Donc, la première des choses à faire, même si c'est difficile et qu'on ne comprend pas, c'est de garder son calme et de ne pas paniquer. Parce que nous transmettons le stress aux enfants. Déjà, en les portant tout simplement, nous transmettons leur stress, notre stress aux enfants. Ensuite, les mamans et les papas aussi, qui ont été déprimés ou stressés pendant la grossesse, pendant l'accouchement et juste après l'accouchement, eux aussi ont des enfants qui pleurent plus souvent. Donc, c'est très important de savoir que si vous êtes enceinte ou si vous vous préparez à avoir un bébé, vous devez vraiment apprendre à agir sur votre stress, sur la gestion de votre stress. Sinon, votre bébé, ça va être un bébé pleurnichard. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Donc, ne m'accusez pas. Et donc, maintenant, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand un bébé pleure? Généralement, quand bébé pleure, c'est rarement pour une raison très grave. Ce qui va vous alerter, en fait, c'est la manière dont il pleure. Est-ce qu'il pleure différemment? Est-ce que c'est un cri qui est plus faible, qu'on entend à peine? Est-ce qu'il est très fatigué quand il pleure? Est-ce qu'il a l'air somnolent? Est-ce qu'il est peu réactif? Ça, c'est les premiers signes qui vont vous alerter, surtout chez le bébé et le jeune nourrisson, parce que ça veut dire en fait qu'il y a des troubles de la conscience, si bien que les pleurs, le cri qui doit être un signal d'alerte n'est pas aussi intense et aussi vif qu'il devrait l'être. Ensuite, quand un bébé pleure pendant longtemps et qu'il est vraiment inconsolable, certaines maladies peuvent se manifester comme ça. Des maladies comme l'invagination intestinale aiguë, qui est une maladie, qui a une urgence chirurgicale. Ça, par exemple, ça peut donner des pleurs vraiment très répétitifs, inconsolables, avec d'autres signes, bien sûr.
Donc, quand vous voyez qu'il y a des pleurs qui sont inconsolables et que vraiment vous avez tout essayé, que ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Également, les pleurs inconsolables, pourquoi est-ce que ça peut être dangereux? En fait, quand plus bébé pleure et est inconsolable, plus vous avez tendance à vous emporter et à avoir des gestes brusques qui peuvent secouer l'enfant. Donc, ça va donner ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, c'est des chocs qu'on donne à l'enfant. Tais-toi, ça suffit! Donc, en fait, c'est des chocs qu'on donne à l'enfant de manière soit volontaire ou involontaire parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué et parce qu'on est vraiment à bout de souffle et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est dangereux de laisser son enfant pleurer au point d'être soi-même fatigué parce qu'on risque de le mettre dans ce cas-là en danger. Donc, c'est vraiment important, quand vous vous sentez dépassé et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, d'aller vers un spécialiste, d'aller consulter pour s'assurer qu'il y a vraiment rien de grave ou alors s'il y a quelque chose qu'on puisse vous aider à détecter ce que c'est. Donc, voilà. Donc, en cas de pleurs inhabituels ou inconsolables, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un pédiatre au mieux. Exactement. Alors, oui. Alors, rire et s'amuser, ça peut rendre fou. Attends, ça peut rendre fou. Il fait qu'il dit ça peut rendre fou, hein, le cri. Alors, Anna, rire et s'amuser, c'est bon pour le cerveau. Le jeu et le plaisir participent également au développement du bébé. Alors, quelles sont les activités à privilégier avec le bébé? Alors, je vais commencer. On dirait que je commence toutes mes réponses par la même chose, l'allaitement. C'est une grosse activité. Non, mais au-delà de ça, la première des choses qui, j'ai remarqué, en Afrique, se fait pas trop, mais en fait, parler à votre enfant. Même si on se dit, mais non, mais ça sert à rien, il comprend pas. Ils comprennent beaucoup plus que vous ne pensez et ils peuvent même capter l'intonation. Et puis, en fait, ils ont aussi entendu, ils vous ont entendu parler dans votre ventre pendant 9 mois et entendre le son de votre voix, celui du papa, de la maman ou des personnes qui sont dans le cercle familial restreint, ça les rassure et c'est aussi une activité. C'est ce qui va développer. En fait, il faut savoir que le langage, c'est en fait du mimétisme. Le bébé apprend à parler parce qu'il voit les autres lui parler, comment est-ce qu'il bouge les lèvres, etc. Donc, ne pas hésiter en fait à parler avec son enfant. Après, on peut partir aussi sur des activités, comme on dit en anglais, le tummy time, donc mettre bébé sur un tapis d'éveil, au début sur le dos bien évidemment, mais de temps en temps un petit peu sur le ventre pour essayer aussi de mobiliser sa tête et le porter de sa tête. Donc, sur un tapis d'éveil, et puis faire des petits jeux avec lui, lire des livres, lui montrer voilà, des petits jouets qui sont peut-être autour de lui, qui vont le motiver après, plus tard, à les romper. En tout cas, c'est important de stimuler l'enfant. Des bébés, ne pas se dire, bon, c'est un petit bébé, on le laisse dans le coin d'une pièce comme ça sur un transat. En fait, non, c'est la stimulation, au contraire, le langage, le parler, la conversation qui va l'ouvrir vers le monde et puis faire que son développement cognitif va s'améliorer. Merci. Alors, ça, c'est une question pour Dr. David. On parle parfois des pleurs de décharge qui surviennent souvent en fin de journée lorsque bébé a dépensé beaucoup en énergie émotionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus? Ok, merci pour la question. C'est une question piège. J'ai fait exprès de ne pas l'aborder. En fait, les pleurs de défoulement, ça aussi, ça fait partie du processus de développement des enfants. Et ce sont des pleurs que l'enfant a en fin de journée, en fait, parce qu'il a besoin de... En fait, la réponse est dans la question de se défouler et de dégager tout ce qu'il a reçu comme information. Il a vu ses parents sourire, il a vu des couleurs, maman a changé de parfum, papa s'est rasé. Donc, ça fait beaucoup d'informations qu'il a accumulées. Il a eu faim, il a eu sommeil. Et en fait, il ne sait pas comment vous dire. Papa, maman, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, il va pleurer pendant longtemps et il va pleurer de manière très intense au point peut-être de vous inquiéter, mais il en a besoin pour, en fait, pour montrer qu'il est là, en fait, qu'il a vécu des choses et il en a besoin avant de commencer le processus de sommeil.
Donc, c'est ça, en fait, les pleurs de décharge. Et parfois, ça peut ressembler à des coliques, mais c'est un peu moins, c'est moins dans la durée et dans la fréquence. Donc, ça va venir plutôt en fin de journée pour les pleurs de décharge, alors que les coliques, ça peut venir à tout moment, mais surtout dans la nuit. Et ça se manifeste plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un tout petit peu à la question. Parfait, merci beaucoup. Alors, parlons du développement. Quel est le rôle de l'environnement à chaque étape du développement de bébé? Anna? C'est vaste, ça. Le rôle de l'environnement à chaque étape, ben, c'est primordial, hein. Comme l'a dit docteur David, c'est ce qui va avoir un impact en fait sur le développement cognitif de l'enfant. Donc c'est pour ça que d'ailleurs cette initiative, parce qu'effectivement c'est d'abord un concept basé sur des recherches scientifiques, mais après c'est devenu une initiative. Dans plein de pays, on a développé les applications des premiers jours, etc. Mais l'importance de l'environnement, et en fait c'est la première chose qui, je pense, impacte le développement cognitif de l'enfant. Donc c'est vraiment, selon moi, hein, après je suis pas une experte à ce niveau-là, mais à chaque étape de l'enfant, l'environnement est prépondérant en fait dans son développement cognitif. Oui, oui, tu vas compléter, docteur David, parce que tu en avais parlé au départ, quand on commençait dans les 1000 premiers jours. Tu avais évoqué, je pense, l'hypothèse de Dakar et tout. Oui. Donc, quel est le rôle de l'environnement à chaque étape du développement de bébé? Ok. Donc, Point de vue pédiatre. Ok. Donc, du point de vue de pédiatre, juste préciser que quand on parle de l'environnement, c'est l'environnement affectif, l'environnement familial, l'environnement naturel, vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui entoure le bébé. Et dans les 1000 premiers jours, vous vous rappelez de la définition, ça commence à partir de la conception. Donc, dès la grossesse, tout ce qui va se passer autour de la maman, autour du papa aussi, de cette période-là, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, c'est des éléments clés qui vont déterminer ce qui va se passer. Donc, quand on parle de la grossesse, principalement, ça va être l'alimentation, ça va être les toxiques, ça va être les produits auxquels la maman est exposée. Plus elle est exposée à des toxiques, plus l'enfant risque de se développer en gardant soit le potentiel de faire des maladies, soit en naissant avec des maladies. Donc ça, déjà, c'est important. Et il y a aussi un aspect qu'on néglige beaucoup, c'est le bien-être. C'est très, très important pour une femme enceinte d'être en paix. Alors, il y a une expression, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou au Bénin, qui dit on ne refuse rien à la femme enceinte. Donc, tout ce que la femme enceinte demande, il faut le lui accorder parce que ça fait partie, en fait, du bien-être. Et sans ça, il y a des problèmes et il y a des chances qu'elle soit stressée, il y a des chances qu'elle vive mal sa grossesse pour de petites frustrations. Donc, si vraiment on peut céder un peu aux caprices des femmes enceintes, ça fait partie aussi de leur bien-être. Après la période d'accouchement, la préparation de l'accouchement, tout ça, c'est tellement important. Je vous donne juste dans l'exemple que Anna a donné tout à l'heure, quand on est en Afrique et qu'on est dans un pays occidental, il y a une grosse différence en Afrique subsaharienne. Donc, si vous mettez tout le potentiel dans l'environnement de l'enfant pour que les conditions de l'accouchement se passent bien, l'enfant va naître dans les meilleures conditions et avoir le meilleur potentiel possible pour grandir. Je vous donne juste un petit exemple. J'étais de garde un jour au CNHU quand j'étais en gynécologie. Et il y a une maman qui était en travail et qui est venue en taxi-moto. Donc, ceux qui ont vécu au Bénin savent de quoi il s'agit. C'est un moyen de transport à moto, un transport en commun, mais à moto. Donc, vous imaginez que vous êtes en travail, que vous devez vous déplacer en taxi-moto, dans quelles conditions vous êtes au niveau de la tête, quelles sont toutes les choses que vous avez emmagasinées comme émotions, sans parler de la pollution atmosphérique et de l'enfant qui va être exposé aux microbes. Donc, tout ça, ce sont des choses qui, dans l'environnement, peuvent déterminer la santé de l'enfant. Cet enfant-là qui est né dans ce contexte par rapport à un enfant qui est né dans un hôpital de très haut niveau avec un personnel vraiment qui était prêt à le recevoir, vous voyez qu'il y a des différences déjà au niveau des chances que chaque enfant a en venant au monde. Ensuite, dans la période néonatale, il y a l'allaitement. Je suis 100% d'accord avec Anna. L'allaitement.
et les soins que vous allez apporter. Et on sait aussi que la réponse et l'adéquation des soins dépendent aussi, enfin, de la réponse et de l'adéquation des soins dépend la santé des enfants. Donc, si vous n'apportez pas les soins appropriés au moment approprié, l'enfant grandit avec beaucoup de manque, beaucoup de frustration. Et ça aussi, c'est quelque chose qui importe. Quand l'enfant continue de grandir, c'est important dans son environnement de maintenir un endroit sain, un endroit salubre qui l'expose le moins possible à la pollution, aux infections, aux contaminants, que ce soit les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui et on sait déjà d'emblée quelles sont les choses qui vont rendre un enfant malade. Donc, si on peut lui apporter le maximum pendant les 1000 premiers jours, en lui donnant une alimentation saine, de bonne qualité, en étant là, en lui apportant de l'affection, en éliminant le plus possible les polluants qu'on peut maîtriser, comme le tabac, en évitant qu'il soit exposé à des substances toxiques, ça va vraiment augmenter son potentiel par rapport à sa santé future. Et il y a une chose que nous, les personnels de santé, nous n'en parlons pas vraiment parce que c'est un peu tabou, c'est le plan financier. Les enfants qui naissent dans des familles défavorisées ont, ça c'est l'OMS qui le dit, hein, que les enfants qui naissent dans les pays en voie de développement développent 70% de leur potentiel. Ça veut dire que nous, enfin, nous, quand je dis nous les Africains de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui avons grandi, qui sommes nés, qui avons grandi ici, nous avons peut-être manqué de 30% de notre potentiel parce que nous sommes nés dans un pays à ressources limitées. Donc, c'est vraiment important quand on souhaite avoir un enfant, avant la conception déjà, et pendant que l'enfant est en train de grandir, de prévoir tout ce qu'il y a comme ressources financières pour l'accompagner et pour lui donner vraiment le maximum de chances possibles à l'avenir. Et il y a un dernier élément auquel je veux, c'est vraiment la vie que nous utilisons. Combien de parents utilisent des gourdes en plastique ici? Est-ce qu'ils peuvent tous lever la main et dire on est à peu près 100% à utiliser des gourdes en plastique pour les enfants? Est-ce que vous vérifiez la qualité du plastique que vous utilisez? Est-ce que vous savez qu'il y a des types de plastique qui sont cancérigènes, qui peuvent donner des perturbations au niveau hormonal? Ça, c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention et en fait, ça devrait faire partie de notre quotidien. Sans parler de l'alimentation, les bonbons, les biscuits, ceux qui sont avec des colorants artificiels, les sodas, ce sont de mauvaises habitudes qu'on donne aux enfants. Mais ça aussi, oui. C'est sans faire bourré de sucre. C'est bourré de sucre. Publicité. Oh, pardon. Sans vouloir publicité. Beaucoup de choses qui ne respectent pas les normes, qui ne doivent même pas être commercialisées, mais avec lesquelles on bourre les enfants parce que c'est la solution la plus rapide et la plus facile. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut veiller dans l'environnement de l'enfant. Et enfin, quand l'enfant arrive à l'adolescence, ben ça, c'était le sujet de ma thèse. Quelles sont les habitudes que vous lui permettez d'avoir quand il est adolescent? Est-ce que vous le laissez avoir une activité sportive? Est-ce que vous le laissez tout le temps devant les écrans? Vous lui faites boire un peu d'alcool de temps en temps? Est-ce qu'il fume? Quelles sont les habitudes que vous privilégiez et que vous encouragez avec votre adolescent? C'est la période pendant laquelle il va garder les habitudes. Donc, en fait, les habitudes que vous avez là en tant qu'adulte, ce sont des adultes. C'est des habitudes que vous avez développées majoritairement pendant que vous étiez adolescent. Donc ça, c'est vraiment l'une des périodes pendant lesquelles il faut vraiment agir pour que l'enfant qui devient adulte, en fait, puisse avoir les meilleures habitudes possibles. Donc, c'est vraiment long. J'ai essayé de résumer au maximum, mais c'est ça, en fait, les choses sur lesquelles il faut agir dans l'environnement de l'enfant. Donc, la nature, la nourriture, l'activité physique et l'affectivité aussi, je reviens dessus, c'est vraiment très important. En Afrique, on sous-estime beaucoup la santé mentale, comme Anna l'a dit. Or, c'est quelque chose qui est très, très, très important.
quand on grandit avec des carences affectives, des manques sur le plan de la santé mentale, on devient des adultes déséquilibrés. Et si vous laissez votre enfant grandir dans cet état-là, vous êtes responsable de ce qu'il devient après, malheureusement. Alors, pour résumer, l'alimentation, le mode de vie et l'environnement des premières années de l'enfant constituent des facteurs de risque ou de résistance à développer plus tard des maladies. Exactement. Alors, oui, les chiffres. Oui. Je vais prendre quelques questions. Certains sont contre les vaccins. Pourquoi autant de vaccins pour de si petits êtres, surtout s'ils sont allaités et donc récupèrent les anticorps de leur mère? Dr. David. Alors ça, c'est une très, très, très belle question et j'ai peur d'y répondre. J'ai peur d'y répondre. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des parents qui avaient des parents qui étaient anti-vaccins et qui n'ont pas vacciné leurs enfants et qui, curieusement, ont fait le maximum qu'ils pouvaient et ont eu des enfants en bonne santé. Donc ça, c'est pourquoi j'ai peur d'en parler en fait, parce que ce n'est pas quelque chose que je recommande, que je recommanderais de faire la guerre au vaccin. Parce que nous savons, après des siècles de recherche, que les vaccins diminuent la mortalité et la morbidité. Donc les enfants qui sont vaccinés vont faire moins de maladies et vont mourir de maladies qui sont graves. Donc les vaccins, les nombreux vaccins, c'est pas pour torturer les enfants. Je vous assure que j'ai les larmes aux yeux chaque fois que je dois vacciner un enfant. Mais c'est pour leur bien parce que scientifiquement, on sait qu'il y a un bénéfice à les vacciner par rapport à les laisser comme ça prendre, comment dire, être exposé aux microbes. C'est vrai que l'allaitement protège, mais la maman n'a pas été exposée à tout ce qu'il y a comme à tout ce qu'il y a comme microbes dans le monde entier. Donc, si l'enfant a grandi au Bénin, par exemple, et qu'il se retrouve après en France, il y a des souches, même s'il y a les mêmes microbes, il y a des souches qui n'existent pas au Bénin, mais qui existent en France. Par contre, la vaccination lui permet quand même d'être protégé contre ces maladies-là. Bon, pourquoi prendre le risque d'exposer son enfant à des maladies graves, potentiellement mortelles, comme le tétanos, par exemple? Je ne sais pas si vous le savez, mais le tétanos néonatal, c'est 90% de décès. Si vous avez votre enfant qui survit, il est le seul sur 10 enfants qui n'ont pas été vaccinés. Donc, c'est vraiment très, très, très risqué de ne pas vouloir vacciner son enfant. Et si vous décidez de ne pas vacciner votre enfant, est-ce que vous allez le faire grandir dans une bulle? Comment vous allez faire pour l'empêcher d'être exposé à des microbes? Ça va être extrêmement difficile. Anna, quelque chose à ajouter? Oui, Ouais, Anna? en fait, je voulais rajouter juste sur, comme ça parlait d'allaitement, que c'est plutôt mon dada, la lactation humaine. La personne a dit, en sachant que que la maman va lui fournir tous les anticorps. Attention, ce n'est pas tout qui passe dans les laits maternels. Effectivement, l'allaitement protège contre certaines maladies, des types maladies virales, la grippe, le Covid, on l'a vu, hein, que les anticorps du Covid passaient dans les lait maternels, un rhume, une gastro, etc. Mais quand on parle des trucs du genre tétanos, polio, etc., coqueluche, tous ces anticorps ne sont pas dans le lait maternel en fait. Donc, c'est vrai que le lait maternel confère une certaine immunité. Les bébés qui sont allaités exclusivement les 6 premiers mois sont moins à risque pour plein de choses à l'âge adulte, mais on ne peut pas considérer l'allaitement maternel comme un vaccin contre tout ce qu'il y a sur Terre. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, Yona, Nouchka, comment reconnaître les coliques? Et puis, avec quoi? On n'arrive pas à distinguer des pleurs des coliques. Attends, David. Oui. Alors, Je pense que tout ce qui est... colique, donc je propose Attends. qu'on... Tout ce qui est colique Oui. et douleur abdominale, je pense que peut faire l'objet d'un live. Ouais. À part entière. Oui, à part, en fait. Mais bon, tu vas juste nous donner quelques petits éléments pour qu'on n'entre pas trop dans les détails. OK. Oui. D'accord. Donc, les coliques, en fait, qu'est-ce que c'est?
je vais vous dire la vérité, nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est que les coliques. Voilà. Mais en fait, on sait que c'est des troubles probablement fonctionnels au niveau digestif et qui sont dus, entre autres, à l'immaturité du système digestif des enfants. Entre autres, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la survenue des coliques chez les nourrissons. Donc, comment on sait qu'un bébé a des coliques? Déjà, c'est un bébé qui a au minimum 6 semaines et qui n'a pas 6 mois. Donc, entre 6 semaines et 4 mois, ça, c'est la fréquence habituelle des coliques. Voilà, 4 mois au maximum. Ensuite, c'est des pleurs qui ont l'air inconsolables, avec un bébé qui se tortille, en fait, il se bat comme s'il a mal. C'est des pleurs qui durent plusieurs durées et qui peuvent revenir plusieurs fois par jour ou par semaine. Donc ça, c'était la première définition qu'on avait eu des coliques. Mais cette définition a changé parce que nous, les scientifiques, on n'est jamais d'accord sur une chose à la fois. Donc ça a encore évolué. Et maintenant, on sait que les coliques, ce sont des pleurs qui sont inconsolables, la première caractéristique, qui durent plusieurs heures et qui peuvent s'associer à des troubles digestifs comme un ballonnement, une difficulté d'émission des selles, etc. Donc, comment vous savez que votre bébé a des coliques? Donc, vous voyez qu'il pleure pendant plusieurs heures, vous voyez qu'il a la tranche d'âge appropriée, c'est probablement des coliques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire tout de suite? Non. Enfin, quand je dis non, je suis méchante. Il n'y a rien à 100% qui soit prouvé comme étant un remède miracle pour les coliques. Vous allez chercher partout. Vous n'allez trouver nulle part où c'est écrit. Bon, ça, c'est un médicament super efficace qui combat toutes les coliques. Achetez-le. Donc, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour soulager l'enfant? Déjà, il faut consulter un spécialiste qui va vous rassurer que c'est bien des coliques, que c'est pas, par exemple, une otite ou une rhinite qui empêche l'enfant de bien dormir. Et là, il va vous donner maintenant des astuces pour calmer l'enfant et surtout pour diminuer votre stress. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous êtes stressé, plus votre enfant le sera aussi. Et plus il va développer, il va avoir des fréquences élevées de faire des coliques. Il y a aussi des facteurs qui entretiennent les coliques. Le tabac. Donc, si vous êtes fumeur ou si vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui fument, forcément, il y a des chances que votre enfant fasse des coliques plus souvent. Si vous êtes un travailleur manuel, on ne sait pas pourquoi, ça facilite la non-survenue des coliques. Je ne sais pas d'où ça vient, mais apparemment, ceux qui ont des professions non manuelles, donc nous les médecins par exemple, on a de fortes chances que nos enfants fassent plus de coliques que les autres. Et aussi le mode de naissance. Donc si vous avez eu un accouchement par césarienne, malheureusement, il y a plus de chances aussi que votre enfant fasse des coliques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est par césarienne, il y a de bonnes bactéries qu'on doit avoir dans la flore vaginale qu'on ne prend pas. Et quand on est par césarienne, on échappe à ce processus et donc on multiplie les mauvaises bactéries qui peuvent donner des perturbations au niveau du tube digestif. Donc, voilà à peu près comment on reconnaît et ce qui explique les coliques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des astuces, il y a des petites choses qu'on peut faire. Et ça, comme Dr. Ismaël l'a dit, ça va être le sujet d'un autre live, carrément. Ouais, parce que les coliques, c'est assez vaste. Et puis, message à retenir, pas de colique avant 1 mois. Pas de colique avant 1 mois. Et laissez le médecin faire le diagnostic de colique. Ne pensez pas que c'est colique et puis aller à la pharmacie pour commencer par prendre des médicaments qui ne marchent pas très bien. Donc, laissez le médecin, le pédiatre, poser le diagnostic pour dire qu'effectivement, c'est des coliques. Donc, en plus de ce que tu viens de dire, donc on ne va pas vraiment entrer dans les détails par rapport aux coliques. Et on va continuer. 1000 premiers jours, quelle est l'importance du sommeil dans les 1000 premiers jours, Dr. David? Je pense que Dr. Ismaël, tu as fait exprès. Je crois que tu as dû voir sur ma page que j'aime pas aborder la question de sommeil avec les parents
parce que ce qui revient tout le temps, c'est on ne dort pas, on veut dormir. Ouais, on veut Eh ben, dormir, on dort pas. moi, je vous ai Après les pleurs, c'est on dort pas. Donc, parlons du sommeil après les pleurs. OK. Donc, le sommeil, vous le savez déjà, c'est très important. Ça fait partie du développement de l'enfant. Donc, le nouveau-né, par exemple, c'est tellement important qu'il va dormir jusqu'à 20 heures sur 24 heures. Et il a besoin de ce sommeil pour récupérer déjà de la fatigue physique parce que c'est très... Ça demande beaucoup d'énergie d'être un bébé. Et ensuite, il va profiter aussi de ce sommeil pour grandir sur le plan cérébral, sur le plan physique, parce que l'hormone de croissance, par exemple, est produite dans le sommeil. Donc, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'enfant. Et quand je parle du sommeil, c'est non seulement la qualité, mais aussi la quantité d'heures de sommeil. C'est important de donner à son enfant une bonne qualité de sommeil. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs cycles de sommeil et il faut que l'enfant, en dormant, puisse avoir tous ces cycles de sommeil-là. Et quand l'enfant dort, il ne faut pas le réveiller. Il faut vraiment tout faire pour ne pas le réveiller. Sinon, en fait, on interrompt les cycles et on interrompt aussi le processus de maturation, tout ce qu'il y a comme développement qui se fait à cette étape-là. Donc, c'est vraiment important de respecter le sommeil des enfants. Alors, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la récupération physique, le développement cérébral, le développement le développement physique en général. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est la mémoire et l'apprentissage. Tout ce que l'enfant apprend, il a besoin de dormir pour que son cerveau enregistre et lui permette d'acquérir ce qu'il a eu comme information dans la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à respecter au maximum. Malheureusement, on a des rythmes qui sont très réglés. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit aller à la crèche et on a tendance à négliger un peu le sommeil de l'enfant. Donc l'idéal, c'est de respecter le minimum de 9 heures de sommeil entre 3 et 9 ans et 10 heures de sommeil avant 3 ans, minimum. Donc, je ne sais pas si j'ai donné assez d'informations. Oui, oui, c'est parfait. Alors, euh, sommeil, trouble du sommeil, parfois lié aux écrans, parce qu'on remet téléphone, smartphone, voilà, aux enfants pour les calmer en griffe, mais ça perturbe le sommeil. Anna, comment réduire la place des écrans dans nos maisons? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en plus, on entend de plus en plus parler des fameux pas d'écran avant 3 ans. On sait maintenant que ça a un impact sur le développement de l'enfant, son apprentissage. Il y a des enfants qui sont exposés aux écrans de manière euh, un peu comme on l'a eu à l'époque, nous, constante devant les dessins animés. On voit qu'ils ont des capacités d'apprentissage et de mémoire qui sont quand même moindres. Et ça a été, alors souvent on me pose la question, oui, mais avant, nous, on regardait beaucoup la télé, c'était pas comme ça. Il faut savoir que les écrans qu'on a maintenant, avec les technologies, la lumière bleue, etc., c'est très différent de nos TV à l'ancienne cathodique, et ça avait beaucoup moins d'impact malheureusement que nos écrans de téléphone, nos écrans Smart TV, écran plat, tablette, iPad. C'est vraiment en fait incomparable. Donc on compare deux époques qui sont différentes. Et dans la mesure du possible, en fait, favoriser, comme on disait tout à l'heure par rapport aux activités, favoriser en fait, la conversation, les échanges, essayer de mettre la télé. Je me rappelle avec quand on a eu notre premier enfant avec mon mari, c'était un peu difficile, mais en fait, on mettait essentiellement la télé le soir une fois que bébé dormait. Mais après, je conçois que c'est pas toujours évident, surtout quand après bébé arrive dans une famille où il y a déjà des enfants qui sont plus grands, une fratrie. Mais en tout cas, essayer de le préserver pendant la journée au maximum et faire des choses avec lui qui ne nécessitent pas la présence d'écran. Quand on allait, éviter de regarder le téléphone, même si c'est très tentant, et je vous le promets, j'ai eu à le faire aussi. Mais c'est vrai que essayer de les exposer le moins possible dès petits pour que ça devienne en fait une habitude plus grande. Et une fois qu'ils grandissent, essayer de mettre des règles. Oui, tu peux regarder telle chose, mais pas plus de 30 minutes. Moi, je sais que par exemple, ma fille maintenant, elle a 5 ans, j'essaie de limiter aux week-ends ou éventuellement quand j'ai des lives qui durent 1 heure, je fais ça. Mais ce que je veux dire, c'est essayer d'y aller avec parcimonie
et éviter vraiment, par contre, de se retrouver. Une fois, je me rappelle, il y avait une maman qui me disait, je viens de prendre l'abonnement Disney Channel parce que les grandes vacances commencent. Ça, malheureusement, c'est vraiment pas la solution, surtout quand on commence à partir sur des âges de 3, 4, 5 ans et plus. Il faut au contraire essayer que les enfants se dépensent. On sait que de nos jours, malheureusement, il y a des études qui sont faites. Les enfants font 25% moins d'activité physique que dans les années précédentes, 80, 90. Donc, les écrans chamboulent non seulement le développement cognitif, mais on se rend compte que ça a un impact aussi sur l'activité physique qui, de ce fait, a un impact sur les potentielles maladies. Moins d'activité physique, c'est aussi plus de maladies cardiovasculaires, diabète de type 1, etc. Donc, ce que je dirais pour résumer, essayez vraiment de développer une activité avec vos enfants, faire des choses qu'on faisait à l'époque, on ne se rend pas compte, des trucs tout bêtes, dessiner, donner une peinture, des bébés, vous leur donnez. En fait, on pense souvent que, surtout maintenant un peu avec tout ce qui est Montessori, etc., qu'il faut mille et une choses. En fait, un enfant, vous lui mettez une bouteille d'eau vide avec un bouchon. Il se débrouille très bien. Et d'ailleurs, vous vous rendez souvent compte que les enfants jouent souvent plus avec des choses qui ne sont pas des jouets que des choses qui sont des jouets. Donc, en fait, n'allez pas chercher très loin. Essayez de donner à vos enfants des choses, une bouteille de lait qui est restée, que vous avez rincée, ça suffira en fait amplement. Dans la durée, les écrans nuisent même directement au développement de l'enfant. Tu l'as dit tout à l'heure. Je ne sais pas si Dr. David a quelque chose à compléter. Oui, juste une petite chose, c'est que même lorsque ça a été prouvé que même quand vous êtes avec votre enfant et que vous interrompez ce que vous faites, l'interaction que vous avez avec votre enfant pour répondre à un message ou pour juste voir qui c'est qui m'envoie un mail à 23 heures, ça aussi, ça a un impact sur l'enfant. Ça interrompt la relation qu'il est en train de créer et ça crée un problème de confiance au niveau de l'enfant. Et aussi, plus vous avez d'activités en plein air, avec d'autres enfants, au contact de la nature, où il peut voir des arbres, des animaux, où il peut vraiment avoir plus de stimuli naturels. Ça va vraiment aider à son développement par rapport à un enfant qui va rester enfermé dans un appartement et qui va être tout le temps devant des écrans. Et ne tombez pas dans le piège des activités éducatrices sur les écrans. Rien n'a été prouvé, enfin, aucune étude n'a prouvé que les jeux éducatifs qui se font sur les écrans sont vraiment éducatifs pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop d'informations pour le cerveau. La couleur, c'est plein de couleurs, plein de petits bruits, plein d'animations. Et c'est pas vraiment des représentations qui ressemblent à ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, on n'est pas vraiment sûr que ça informe que ça apporte en fait un apprentissage aux enfants. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter par rapport aux écrans. Je vois qu'il y a plein de questions sur le... Ouais, on va dérouler un peu et puis après prendre les questions. Sinon, je pense qu'on est parti pour 2 heures de live là. Mais bon, on va essayer. Pardon? Pas qu'on va me laisser 2 heures, je suis pas sûre. Non, je sais. On va aller plus vite. On va aller plus vite. Alors, parlons de l'hygiène corporelle. Quand on devient parent, les couches, les lavages de mains, les bébés, et les bains de bébé rythment nos journées. Anna, combien de bains par jour pour le bébé et comment changer les couches et faire la toilette intime de bébé? Alors, je vais répondre à la question à l'envers. Je dirais surtout... Alors, attends, tu peux répéter par rapport aux couches? Comment changer une couche? Oui. Oui. Comment changer les couches et faire la toilette intime du bébé? Une toilette d'un bébé, elle doit être quotidienne, ça c'est important. Sur la notion du bain, alors, ça, il y a un peu une différence un peu en Occident versus en Afrique. On se rend compte quand même que la peau d'un bébé est très fragile. Je parle surtout les 6 premiers mois. J'ai tendance à dire qu'en Afrique, on lave un peu trop les enfants et un peu trop au savon. C'est pas forcément bien de les baigner très tôt. D'ailleurs, le premier bain, normalement, on doit attendre minimum 24 heures. Hein, c'est les recommandations de l'OMS. C'est des choses que moi, je bosse avec les parents, par rapport au projet de naissance qu'on met. Donc, un bébé n'a pas forcément besoin d'être lavé, au savon en tout cas, tous les jours. Ce qui est important, bien évidemment, c'est ses parties intimes, les couches souillées. Essayer de ne pas dépasser des couches qui dépassent plus de 3-4 heures, même s'il n'y a pas de sel. C'est important de changer un bébé régulièrement. On se rend compte, notamment chez les petites filles, qu'une couche qui est gardée trop longtemps mouillée peut augmenter les risques d'infection urinaire.
Alors, c'est aussi pour compenser la nuit. La nuit, bien évidemment, on va pas, surtout quand un bébé est dans l'apprentissage du sommeil, on va pas forcément le changer toutes les 3 heures, mais en tout cas, la journée, essayez de bien changer votre bébé toutes les maximum 3 heures. Le laver, moi, je suis partisane de vraiment laver avec du gant et de l'eau. Les lingettes, le moins possible. Tout à l'heure, docteur David parlait de tout ce qui est perturbateur endocrinien. Franchement, mon des lingettes, et c'est aussi un désastre écologique d'ailleurs. Donc, essayez de partir sur des gants à l'ancienne, comme on faisait nos grands-mères, des cotons, des carrés lavables, avec de l'eau, un peu de savon sur les fesses s'il y a des selles. Ça, c'est le plus important. Mais le corps n'a pas nécessairement besoin d'être lavé, pardon, au savon en tout cas, très tôt. Après, une fois que le bébé commence à ramper et se déplacer, bien évidemment, rincer ses mains, le laver quotidiennement avec un peu de savon, notamment sur les parties qui sont exposées au sol. Je pense également aux bébés qui ont potentiellement beaucoup de régurgitation. Attention quand vous donnez le bain, de bien sécher les parties avec des plis. Je pense les pliures Du coup, ici. Veillez à ce que derrière, vous séchez votre enfant correctement pour éviter tout ce qui est choses renfermées, développement de moisissures. Voilà, c'est ce à quoi je pense. Et la dernière partie de la question, je ne sais plus ce que c'était. oui, je pense que c'est ça. Oui. Comment changer les couches, bon. Ouais. Et la toilette intime. Ouais. Moi, j'ai Bon, répondu. je pense que oui, tu as répondu à toutes les questions. Alors, parlons de l'alimentation. Quand commencer la diversification alimentaire de bébé, Dr David? Ok, donc pour aller vite, parce qu'on a vraiment utilisé beaucoup de temps, Ouais, ouais. la diversification, ça se fait à partir du 4e mois, quand on nourrit bébé au lait artificiel, et à partir du 6e mois, quand bébé est nourri exclusivement au sein. Donc, c'est vraiment pas des limites très, très strictes, c'est-à-dire quand bébé est, par exemple, nourri exclusivement au sein. Il faut pas attendre qu'il ait 6 mois pile poil. 6 mois, 0 heure, 0 minute, on commence la première bouchée de compote. Non. Ça va être vraiment progressif pour ne pas provoquer de changements brusques au niveau de bébé. Il y a plusieurs approches. Il y a la diversification menée par l'enfant, qui est une approche que j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est l'enfant lui-même qui décide de quand est-ce qu'il commence à manger et de ce qu'il va manger en griffe. Donc, il y a juste des conditions. Il faut que bébé soit capable de s'asseoir, d'avoir le réflexe de mastication, déglutition, parce que sinon, si on n'attend pas que ce soit prêt, il y a des risques de fausses routes et d'indigestion. Et la diversification menée par l'enfant, c'est quoi la particularité en fait? On met l'aliment devant l'enfant, c'est par exemple des légumes qui ont été pré-cuits, pas trop cuits, mais suffisamment cuits pour que l'enfant, même s'il n'a pas de dents, puisse mastiquer et les réduire en bouillie, et des légumes qu'il peut tenir en main, donc assez gros pour qu'il ne s'étouffe pas, mais pas trop gros, non, pas trop petit non plus, pour qu'il puisse les tenir facilement en main et les porter à la bouche. Et la dernière condition aussi avant, c'est qu'il faut que l'enfant soit vraiment intéressé par la nourriture. Donc, comment vous savez qu'il est intéressé? Quand vous mangez, il se sert dans votre assiette. Donc, dès que votre enfant fait ça, c'est que vraiment, il est prêt à essayer d'autres choses que le lait que vous lui donnez tous les jours. Donc, voilà, pour le camp. Très bien. Bon, parlons du lait. Allaitement. Quels sont les bienfaits de l'allaitement pour maman? Anna. Ah oui, pour la mère, c'est vrai qu'on parle souvent de l'allaitement pour l'enfant, mais pour la mère, il y a de nombreux bienfaits, hein. On a noté les recherches, les études scientifiques montrent une diminution du cancer du sein, du cancer des ovaires, tout ça, donc avant la ménopause. On a aussi vu des diminutions en termes de maladies cardiovasculaires, moins de mamans qui ont des diabètes de type 1 aussi chez la mère, et surtout des meilleures suites de couches. Ça, c'est surtout sur la partie postpartum immédiat. Pourquoi? Parce que quand on allaite, on produit l'ocytocine qui éjecte le lait. Et cette ocytocine, c'est également l'hormone des contractions. Donc, en fait, les mères qui allaitent retrouvent une taille d'utérus qui revient à la normale, en fait, plus rapidement que les mamans qui n'allaitent pas. Il faut savoir qu'en fin de grossesse, notre utérus a la taille environ d'une pastèque et doit revenir à la taille environ comme une mandarine, une petite orange, quoi. Et pour passer de ça à ça, il faut qu'il contracte à chaque fois. Et les mamans, du coup, qui allaitent, contractent plus facilement et ont moins de risques postpartum, hémorragie, etc. Donc, c'est vraiment un bénéfice pour la maman sur le court terme, donc postpartum, mais également sur le long terme.
avec tout ce dont on a parlé, la diminution de cancer, maladies cardiovasculaires et diabète. Merci, Anna. Même question. Bien fait pour de l'allaitement pour le bébé. Ok, juste ajouter à ce que Anna a dit, je suis totalement d'accord avec elle, mais les mamans qui allaitent aussi développent encore plus de liens d'affection. Le lien d'attachement avec les enfants est beaucoup plus présent chez les mamans qui allaitent au sein. Sans oublier que ça facilite aussi la perte de poids chez certaines mamans, parce que l'allaitement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie au corps. Et si vous allaitez exclusivement votre enfant, il y a des chances que vous perdez plus facilement les kilos de la grossesse que quelqu'un qui n'allait pas. Donc maintenant, pour l'enfant, quand on cherche dans le monde entier quel est l'aliment, le meilleur aliment pour l'être humain, c'est le lait maternel. Parce qu'il n'y a pas d'autre aliment qui a été créé spécifiquement pour l'être humain. Donc forcément, le lait maternel, c'est la meilleure des options pour le bébé. C'est la meilleure par rapport à la composition, par rapport à la qualité et par rapport aux effets sur le corps. Le lait maternel est très digeste. Le lait maternel est riche en tout ce qu'il y a comme oligo-éléments dans l'enfant. Le lait maternel facilite le développement cérébral. Les enfants qui sont nourris au lait maternel ont un QI plus important que les enfants qui ne le sont pas. Ma petite sœur est plus intelligente que moi parce qu'elle a tété plus longtemps. Je suis très, très, très jalouse. Donc, le lait maternel protège les enfants contre les infections, on l'a dit tout à l'heure. Les enfants qui sont nourris au sein sont plus proches de leur maman. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses comme la prévention contre le diabète, l'obésité qui se fait quand l'enfant est au sein. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment que des avantages à nourrir un bébé au sein. Mais, c'est pas facile, on ne le dit pas assez et c'est pas automatique non plus. Malheureusement, il y a des femmes qui ne produisent pas assez de lait juste après l'accouchement et c'est des choses dont on ne parle pas souvent. J'ai vu beaucoup de mamans qui ont été frustrées parce que naturellement, elles n'avaient pas une production de lait très abondante comparée à d'autres. Et il faut vraiment être avec des gens qui vous acceptent comme ça, qui vous accompagnent et qui ne vous mettent pas de pression. Parce que si vous stressez, vous produisez encore moins de lait et c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour le bébé non plus. Donc, c'est important d'être dans le bon entourage avec une famille qui comprend, un conjoint qui répond avec beaucoup de bienveillance et qui vous soutient. J'ai des mamans qui m'ont dit, mes beaux-parents m'ont dit, va acheter le biberon parce que ton lait est mauvais. Et ton lait est mauvais, ça voulait dire ton bébé n'est pas joufflu, ton bébé n'est pas potelé à outrance comme un bébé qui est nourri au lait artificiel. C'est vraiment dommage qu'on dise des choses comme ça à une femme qui vient d'accoucher et qui fait le maximum qu'elle peut pour nourrir son enfant. Alors que c'est vraiment que des avantages de l'allaitement pour l'enfant et la maman. Merci. Alors, tu as bien parlé de ça tout à l'heure. Il arrive pour plein de raisons que la maman n'arrive pas à donner le sein. Et il est possible d'utiliser le tire-lait. Oui. Anna, comment exprimer le lait? Comment utiliser un tire-lait? Oui, alors c'est une bonne question. Je voudrais juste revenir un peu sur le côté production. Je voudrais quand même préciser que selon les études scientifiques, seulement 2 à 5% des femmes ne peuvent pas allaiter et on se rend compte que malheureusement, c'est souvent les premiers jours, les premières heures en fait de l'allaitement et la mise en route qui malheureusement ont un impact sur la production de lait. Et quand on creuse, malheureusement, ces mamans qui n'ont pas assez de production, là je rejoins le docteur, parfois on a des mamans, on n'est pas toutes égales face à la production, mais c'est malheureusement souvent des mamans où le bébé a été séparé, où le bébé a été mis en nurserie, où on a dit ton lait est pas bon. En Afrique aussi, on a un souci avec le colostrum qui est pas considéré comme du vrai lait. Donc on dit toujours à la mère parce qu'elle n'a pas encore la montée de lait, alors que la montée de lait, moi j'ai souvent des mamans qui me disent j'ai eu mon lait qu'à 3 jours. J'ai dit, bah oui, c'est normal en fait. Avant ça, vous avez le colostrum. Et c'est tout ça en fait qui vont faire penser que la maman n'a pas assez de lait. Et en fait, elle a assez. Il faut savoir que la taille d'un estomac d'un bébé, au début, c'est environ la taille d'une grosse olive, on va dire une noix. Donc,
10-15 millilitres de lait suffisent en fait à l'enfant. Et généralement, la maman a du colostrum. Il est toujours présent. Il est d'ailleurs même présent dès le 5e mois de grossesse. Donc, attention, en fait, il faut être vraiment préparé et savoir appliquer les bons gestes dès le début pour s'assurer d'une bonne production de lait. Comment exprimer son lait? Alors, idéalement, si on a un souci en termes de présence de bébé, il doit être séparé pour une raison X ou Y. Il est important, ça l'UNICEF le met beaucoup en avant, d'exprimer votre lait à la main pour pouvoir donner à votre bébé à la seringue le colostrum. C'est généralement ce que font les gens en Occident. Ici, comme je disais, on a un petit problème avec le colostrum, malheureusement, qui a une mauvaise réputation. Mais exprimer votre lait à la main, faire le mouvement pour essayer d'exprimer ce colostrum qui, au début, ne sort pas forcément facilement au tire-lait parce qu'il est en petite quantité, il est moins liquide, il est plus gras. Donc, c'est important d'exprimer à la main son lait au début si on n'a pas la possibilité d'allaiter à la demande. Parce que la base de l'allaitement, en fait, c'est d'allaiter à la demande. Et ensuite, le tire-lait. Alors, je ne sais pas si du coup, c'est la même question si on poursuit. Oui. La question qui suit, comment utiliser le tire-lait? Ouais, ben, le tire-lait, en fait, ça dépend dans quel cadre on utilise le tire-lait. Est-ce qu'on utilise le tire-lait pour remplacer les tétés? Parfois, effectivement, du coup, si on a un souci pour mettre bébé au sein, si bébé est en néonatologie, il faut tirer son lait. Dans ce cas-là, comment utiliser le tire-lait? Déjà, utiliser un tire-lait idéalement double pompe qui tire les deux seins en même temps pour favoriser et la production de prolactine qui produit le lait et la production d'ocytocine qui va éjecter le lait. Donc, c'est important d'utiliser un tire-lait double pompe. Et si on est dans un cadre où, encore une fois, le tirage remplace les tétés, si bébé n'est pas à côté de nous, il faut veiller à tirer très, très fréquemment pour maintenir la lactation. Il faut idéalement, du coup, tirer toutes les 3 heures, y compris la nuit, comme si vous aviez votre bébé, en fait, avec vous, pour justement déjà couvrir les besoins du bébé, pouvoir emmener ça en néonatologie et vous maintenir la lactation. Maintenant, si on tire de manière plus ponctuelle, on a un rendez-vous chez un médecin, on veut se déplacer, on ne veut pas forcément prendre bébé. On peut parfois, du coup, se permettre d'utiliser un tire-lait, une pompe, parce que c'est ponctuel. Dans ce cas-là, on va conseiller plutôt de tirer le matin, parce que c'est là où la sécrétion, où la production lactée est quand même plus importante. Veillez toujours à avoir un matériel propre. Si vous le prêtez, il faut stériliser derrière. S'il n'y a que vous qui l'utilisez, bien laver à l'eau chaude avec du savon. La tête raide, qui est donc la partie qui touche, qui va être sur le sein, avec le petit bout, que ce soit à la bonne taille. Toutes les femmes n'ont pas la même taille de tétons. Parfois, on a des tétons gros, des tétons plus petits. Donc, veillez à prendre des tire-laits qui proposent en fait différentes tailles de tête raide. Et en fait, je dis toujours souvent, hein, les tire-laits, c'est pas, je vois souvent des tire-laits bon marché, etc. Si vous voulez un bon tire-lait, surtout par exemple quand vous allez reprendre le travail, parce qu'il est tout à fait possible de continuer à tirer son lait et d'allaiter quand on reprend le travail, il faut voir ça comme un investissement. Un bon tire-lait, ça a un coût. On est plus sur les 90 000, 130 000 francs que moins. Donc, pensez à prendre des tire-laits qui durent dans le temps, qui sont adaptés à vos tétons et tirer fréquemment si votre bébé n'est pas à côté de vous. Anna? Oui, j'étais arrivée. Je n'ai pas entendu la fin. Je ne sais pas si les autres ont entendu. David, tu as entendu la fin? Je n'ai pas suivi la fin. Oui, oui, oui. Elle a insisté sur le fait qu'il faut vraiment choisir des tire-laits de bonne qualité. Ça va coûter cher, mais c'est ce qu'il faut et qui sont adaptés aux mamelons et qui ont quand même plusieurs, en fait, qui ont des dimensions. Alors, comment conserver le lait maternel? Donc, On tire le lait, comment le conserver? Tu as la parole. Le lait maternel, le lait maternel se conserve à température ambiante au maximum 4 heures, mais à condition que ce soit qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc, si vous êtes dans des températures de 30 ou 35 degrés, comme on peut en avoir à Dakar, ce n'est pas l'idéal. Donc, à l'air ambiant, à condition qu'on soit en dessous de 26 degrés, comme en ce moment à Dakar. Sinon, au réfrigérateur, 1 semaine au maximum. Et au congélateur, ça peut tenir beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire 6 mois, voire 1 an, mais 1 an uniquement quand on a un congélateur type coffre, c'est-à-dire un congélateur qu'on n'ouvre pas à chaque fois, du coup, il n'y a pas de variation de température. Et une fois que le lait est décongelé, il ne faut pas le recongeler.
Voilà, donc c'est vraiment plus, je trouve que c'est plutôt simple de conserver un lait, le lait maternel plutôt que le lait artificiel qui, une fois que vous l'avez reconstitué, il va pas durer longtemps, il faudra le jeter après. Donc, ça, c'est aussi un des avantages du lait maternel, il est économique. Très bien. Alors, quand sevrer? Quand sevrer? Après, on va prendre les interventions. Oui, vas-y. Donc, par Docteur rapport David. au sevrage, il y a plusieurs approches. Il y a le sevrage naturel, c'est-à-dire que l'enfant décide lui-même qu'il en a marre et qu'il ne veut pas, il ne veut plus du sein. Alors, il faut faire attention entre la grève de la tétée et le sevrage naturel. Donc, il y a des moments Merci, où docteur. il y a des moments où bébé va refuser de téter. Quand, par exemple, même quand maman a ses menstrues, parfois bébé va refuser de téter. Quand maman a changé de déodorant, quand maman est trop stressée, bébé va ressentir vraiment ses émotions et va naturellement se détacher du stress. Donc, de la maman. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui laisser quand même un peu de temps de repos, tirer le lait et demander à une autre personne d'allaiter le bébé pour qu'il ne perde pas et pour ne pas aussi interrompre le processus de lactation. Par contre, le sevrage naturel, ça se fait plutôt quand bébé a été diversifié, il commence à avoir des quantités assez suffisantes et qu'il est en fait plus intéressé par ce qu'il mange que par le sein. Mais il va quand même revenir de temps en temps auprès de sa maman pour continuer l'allaitement à la demande, peut-être le matin ou les soirs avant de s'endormir. Et progressivement, il va arrêter et maman va trouver le moment idéal pour couper définitivement le sein. Et puis, il y a le sevrage qui est orienté par la maman et qui se fait quand, pour des raisons ou une autre, elle ne peut plus allaiter. Donc, si par exemple, elle veut reprendre le boulot et qu'elle ne peut plus mettre bébé au sein, là, elle va commencer un sevrage progressif sans pour autant couper complètement la production du lait. Et il y a aussi des cas où maman ne peut plus du tout allaiter. Si par exemple, elle a une maladie assez grave pour laquelle le lait ne peut plus être donné à l'enfant et pour laquelle il faut donner du lait artificiel, là, ça va être un sevrage qui va se faire. Mais dans tous les cas, le sevrage doit être progressif, doit être patient et sans brusquer l'enfant parce que sinon, il y a aussi des conséquences sur le plan psychologique, non seulement au niveau de maman, mais surtout au niveau de bébé quand le sevrage est un peu trop brutal. Donc, voilà un peu. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre des questions courtes et des réponses courtes. Alors, Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose quand même par rapport au sevrage. oui. La recommandation de l'OMS, qui est quand même d'allaiter idéalement 2 ans son enfant. C'est aussi quelque chose qui est mentionné pour les gens qui sont de confession musulmane dans le Coran. Donc vraiment, cette notion de 2 ans, c'est l'idéal. Après, si on doit se avant, on s'évrera avant. Mais c'est vrai que les recommandations tendent vers un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et ensuite, en parallèle de la diversification alimentaire, jusqu'à 2 ans, ou si on se sent plus, si on veut aller vers le sevrage naturel, ou moins si on ne peut plus. Nous aussi, je reviens un peu sur des interventions plus tôt. Hein. Nous aussi, nous avons droit au sommeil. Il ne fait rien et il est fatigué. Bon, ça demande de l'énergie d'être bébé. Ça va me servir, ça. Bon. Alors, hello, Sandy Dossé. Il ne faut pas réveiller bébé même s'il dort plus de 3 heures. Point d'interrogation. Pas besoin de le réveiller, pardon, pour le nourrir. Docteur David. Ok, ça c'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'avais oublié de préciser. Donc, respecter les heures de sommeil, ça ne s'applique pas au nouveau-né qui vient tout juste de naître. Donc, dans les premières semaines de vie, comme Anna l'a dit, c'est vraiment un tout petit estomac et très peu de réserve de glucose. Donc, il faut quand même que l'enfant soit nourri toutes les 3 heures. Du coup, s'il dort trop longtemps, il faudra malheureusement le réveiller pour qu'il puisse avoir quand même un repas et ne pas risquer l'hypoglycémie. Après, quand il va être un peu plus âgé, il va rythmer lui-même ses repas. Il pourra faire des siestes un peu plus longues, de plus de 3 heures. Mais l'important, c'est qu'il ait quand même sa ration. Il ait quand même des tétées assez fréquentes par jour. Si je peux juste rajouter aussi un point à ce niveau-là, il n'y a pas forcément, on pense toujours qu'il faut réveiller un bébé. Je pense que celles qui ont allaité aussi seront d'accord. Parfois, un bébé, il suffit juste de lui présenter le sein, même endormi,
En anglais, on appelle même ça le dream feed. Donc, vous donnez une tétée à bébé, il est encore endormi, il texte et vous le reposez en fait derrière. Mais c'est vrai que c'est important, notamment chez les bébés de petit poids, préma, ou ceux où on n'est pas encore sûr de la prise de poids parce qu'on ne va pas chez le pédiatre tous les jours, donc on ne peut pas voir la courbe de poids. Je suis plutôt d'accord pour dire que si on a un bébé qui a tendance à dormir plus de 3 heures, mieux vaut le réveiller pour le temps qu'on s'assure que la prise de poids est OK. Et après, généralement, vers 3 semaines, un mois, ça ira tout seul. Parfait. Faites Gaba, Anna, dis-nous, peux-tu nous proposer des idées de jeu pour la motricité? Motricité. Alors, motricité libre, comme son nom l'indique, c'est motricité libre. Donc déjà, on oublie le Yupala. Vous savez que le Yupala, les trucs dans lesquels vous mettez des bébés là, dans plein de pays, c'est interdit, notamment au Canada. Donc, motricité, déjà, ça veut dire laisser l'enfant, ne le pas mettre déjà dans une position qu'il ne peut pas acquérir de lui-même. Donc, normalement, on n'est même pas censé apprendre aux enfants à s'asseoir parce que c'est des rythmes naturels, ils s'asseyent d'eux-mêmes. Alors, on respecte aussi, bien sûr, les temps de repas, ça peut être différent, mais vous n'avez pas besoin d'entendre, comme j'entends souvent, à 3 mois, il faut asseoir le bébé. À 4 mois, il faut asseoir le bébé si c'est un garçon. 3 mois si c'est une fille ou je ne sais pas. Donc ça, il n'y a pas besoin. Donc, respectez l'enfant. Et les activités ensuite, ça va être, comme je disais tout à l'heure, des choses très simples. En fait, déjà parler, c'est très important. Lire des histoires, vous pouvez mettre en place des routines des petits. Lire une histoire à 19 heures, le bain, la dernière tétée ou le dernier bibi. Ça, c'est le genre d'activité qu'on peut faire. Et puis après, il y a plein d'éléments maintenant, les jouets en bois, les choses pour empiler, développer ce qu'on appelle la motricité fine de l'enfant. Donc, donner des choses à attraper, des girafes, des peluches, pour en fait motiver et stimuler l'enfant. Alors, que pensez-vous des bouillies de mamie pour favoriser la production de lait chez maman? Les produits galactogènes. Je sais pas, docteur, Non, qui veut répondre en premier? je te laisse répondre et puis enfin, vas-y, Alors, commence. les bouillies. C'est vrai qu'il y a certains produits, notamment le mil, qui est réputé pour augmenter la production de lait, ce qu'on appelle des produits galactogènes, que je préfère personnellement utiliser au cas où il y a une baisse de lait. Parce que si en fait, la maman, dès le début, elle prend des choses qui favorisent la production de lait, qu'est-ce que vous allez faire quand il va y avoir une petite baisse, quand vous allez reprendre le boulot, quand le bébé va commencer à étendre ses siestes, ses nuits? Si vous consommez moins ces produits, eh ben, il va y avoir derrière une production de lait. Donc, je préfère qu'on garde ces bouillies au cas où on a un problème, ou alors on peut en prendre. Au Sénégal, on mange le rouille, on donne le rouille aux mamans. Ça me dérange pas, seulement si à côté, la mère, elle a une alimentation qui continue d'être variée. Mais si vous donnez à la mère que la bouillie, et éventuellement les soupes, parce que ça aussi, par exemple, parfois les mamans césarisées, pendant un mois, on leur donne que des soupes et que de rouille. Moi, un jour, je suis partie en consultation allaitement pour un bébé qui avait une difficulté de prise de poids. On parle de choses et d'autres. L'enfant avait déjà 3 semaines. Au bout d'un moment, la maman me regarde. Elle me dit, écoute, je peux te poser une question, c'est un peu hors sujet, mais je dis oui, vas-y. Elle me dit, est-ce que je peux manger normalement? Je lui dis, comment ça? Est-ce que je peux manger normalement? Elle me dit, bah, est-ce que je peux manger des viandes, des pâtes, un peu de tchéboudjen avec les. Je dis, bah, c'est pas déjà le cas. Elle me dit, non, ça fait 3 semaines, ma mère me donne encore les bouillies et les soupes. J'ai dit, mais non, la personne, elle était fatiguée. Attention, la composition du lait est relativement toujours la même en termes de macronutriments, mais en termes de micronutriments, c'est important de manger varié et de ne pas baser votre alimentation seulement sur les bouillies des mamies. Très bien. Voilà. La mise au... tu veux compléter quelque Non, chose? La mise au sein précoce devrait se faire automatiquement après l'accouchement. Oui, il fait. Merci beaucoup pour la contribution. Marinelle, docteur David, il faut que les gens comprennent aussi que des histoires de gros bébés, il y a aussi des facteurs génétiques. Et quel que soit ce que font ces mamans, le bébé ne prend pas trop de poids. Ouais. Le tirelet, on n'en parle pas assez, mais ça sauve la vie. Alors, pouvez... Bon, je pense qu'on a parlé de ça, la conservation du lait, oui, on en a parlé. Pour le décongeler, doit-on tirer, hop là. Doit-on tirer quand même sur 3 heures si bébé était chaque 1 heure? Non. Pour décongeler, on oui. 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 Ça, c'est en cas de remplacement de tétée, un bébé qui est en néonatologie, un bébé qui n'est pas à côté de la maman, c'est toutes les 3 heures si on n'a pas de tétée. Si bébé tire, peut-être à la demande, il n'y a pas besoin de tirer, sauf, comme je disais, de manière ponctuelle, si vous avez un rendez-vous, vous ne voulez pas prendre bébé, ça, c'est différent. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Je vais vous laisser la parole pour
les conseils et mots de fin. Sinon, on va jamais finir ce live. Euh, Docteur David, oui, conseil aux parents, Oui. aux papas et maman, et mot de fin. Ok, bon, il y a quelque chose vraiment que je te remercie déjà de me donner l'opportunité d'en parler. La science évolue. Chaque jour, il y a de nouvelles données, chaque jour, il y a de nouvelles recommandations et il y a vraiment plein d'informations partout. Il y en a même trop. Mais il y a une chose qui demeure, c'est votre instinct. Ayez confiance en votre instinct. Plusieurs fois, les parents ont remarqué que leur enfant n'allait pas bien, mais ils attendaient de voir, ah, mais est-ce que c'est que de la fièvre? Peut-être que c'est encore un truc viral. Le pédiatre va me dire, non, c'est rien. Non, si votre instinct vous dit d'aller à l'hôpital, faites-le. Si votre instinct vous dit, mon enfant ne va pas bien, suivez-le. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je veux insister. Et ayez confiance en vous. Apprendre à devenir parent, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est pas quelque chose d'inné. Mais quand vous donnez vraiment le meilleur de vous-même, il y a beaucoup de bien que vous apportez à votre enfant rien qu'en le faisant. La dernière chose que je voulais dire, c'est que quand je vois ma petite expérience, il y a une différence, il y a deux choses qui différencient les enfants. Quand vous donnez toutes les chances aux enfants, c'est-à-dire que vous respectez vraiment toutes les recommandations, vous faites le meilleur que vous pouvez, il y a deux choses qui différencient les enfants qui tombent plus malades que les autres à potentiels égaux. Donc, et ces deux choses, c'est le stress et l'éducation des parents. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous allez revenir en consultation. Et parfois, vous ne revenez pas pour des motifs organiques, c'est-à-dire que cliniquement, votre enfant va bien, mais il a tellement emmagasiné d'énergie négative, d'émotions perturbantes, qu'il développe des symptômes que vous n'expliquez pas et que la médecine non plus n'explique pas facilement. Donc, en fait, c'est juste que votre enfant réagit à l'excès de stress que vous lui avez donné, malheureusement. Et l'éducation, malheureusement, encore en Afrique subsaharienne, on est très peu éduqué par rapport aux bons gestes qu'il faut avoir pour les enfants. On est au milieu entre les traditions, les coutumes, la pression de la belle famille, des grands-parents. On est coincé dans ce milieu-là et on a du mal à donner les bonnes choses aux enfants. Donc, lisez autant que vous pouvez, prenez conseil auprès de personnes plus expérimentées et chaque fois que vous en avez l'occasion, demandez, faites des visites de suivi. Ça aussi, c'est pas vraiment dans l'habitude en Afrique subsaharienne de faire des visites de suivi juste pour s'assurer qu'on a les bons gestes, les bonnes informations et que bébé grandit bien en général. Donc, faites des visites de suivi. On a de la chance d'avoir des gens, des accompagnatrices comme Anna qui peuvent donner des conseils qui sont bienveillants et qui vous accompagnent sans vous juger. C'est vraiment une chance d'avoir ça aujourd'hui au 21e siècle. Donc, profitez des avantages que nous avons et vous gérez. Vous en sortez bien. Continuez comme ça. Voilà. Merci, Yehusha. Oui, Anna? En fait, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu ce que dit Dr David. C'est ce que je dis toujours aux parents, ayez confiance et écoutez-vous. C'est vrai qu'en Afrique, on est un peu au milieu entre les traditions et ce qu'on entend de l'Occident, parce que maintenant, on a accès à Internet, on entend des choses, donc on se dit, c'est vrai qu'on devrait faire ça, mais moi, ma mère me dit ça. Faites-vous confiance. Moi, souvent, j'ai des mamans qui viennent me voir par rapport à l'allaitement. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une consultation. La maman allaitait son enfant dans la position qu'il faut, ventre contre ventre, la bouche grande ouverte, etc. Sa maman arrive, lui dit non, en fait, il faut plutôt donner le sein comme ça. Et elle me dit, je sais pas, mais je sentais que quelque chose n'allait pas et ça n'a pas loupé. Depuis lors, les crevasses ont commencé, bébé avait trop de lait dans la bouche, s'est étouffé, etc. Et je l'ai simplement regardé, je lui ai dit, regarde, tu m'as fait venir, on fait une consultation, tu payes et en fait, tout ça pour que je te dise de revenir à ce que tu faisais en fait à la base. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. C'est vrai que parfois, on est perdu entre la tradition et ce que maintenant la science nous dit, ce qui vient de l'Occident, etc. Mais la plupart du temps, au fond de vous,
je vous assure que vous saurez faire. Parfois, la tradition, c'est mieux. Et parfois, les avancées médicales et scientifiques, c'est mieux. C'est juste un juste milieu. Et en fait, personne connaît mieux votre enfant que vous-même. Donc, n'hésitez pas à juste vous faire confiance. Parfois, vous avez juste besoin de vous poser. Vous avez besoin de gens comme votre pédiatre, docteur David. C'est important de vous entourer des gens. Moi, j'emmène mon fils chez le pédiatre, même s'il n'est pas malade, tous les mois. C'est vrai que c'est une habitude occidentale, mais on fait ce suivi parce que parfois, voilà, je pose des questions. N'hésitez pas à faire appel, voilà, à des doulas, etc. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Parfois, on a juste besoin de se décharger. Et puis, quand on se pose, on se dit que, en fait, on a la réponse. Parfait. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci, merci à toi, docteur. Merci, docteur David. Pour la qualité de vos interventions. Je pense qu'on aurait pu passer 2 heures sans s'en rendre compte. C'était super intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont donné des contributions, posé des questions et tout. Vous pouvez retrouver ce live sur la page en replay. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut. Bye, merci. Prenez soin de vous. Merci.